La Grasse matinale, spéciale élection municipale. Bonjour Antoine Nicolas Jacques. Bonjour. Alors, première question, vous venez d'écouter l'édito. Je pense que la dernière statistique, des 74% des Français qui ne veulent plus des partis à la tête des communes, c'est sans doute quelque chose qui a motivé la création et justement votre engagement auprès d'Equinox. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez commencer par expliquer ce que c'est ce parti ? Bien sûr. Alors, Equinox, c'est un jeune mouvement politique qui vise à faire émerger une nouvelle façon de faire de la politique. Aujourd'hui, Equinox veut redonner espoir et confiance. On veut sortir de la brutalisation du débat, sortir des guerres d'ego, de la polarisation extrême de l'échiquier politique, pour remettre de la mesure dans l'action publique et faire de la politique avec les citoyens et pas à leur place. Et ça, c'est facile à faire ou pas ? C'est pas facile à faire, surtout quand on sort d'une... Aujourd'hui, la démocratie est fracturée. On a un vrai enjeu à vouloir redonner confiance et à recréer un lien entre la politique et les citoyens. Donc c'est quelque chose auquel on s'attelle quotidiennement, mais on avance, donc on pense qu'on est sur le bon chemin. Et juste une question, et après je vais laisser mon camarade Camille vous poser une autre question. Qu'est-ce qui vous a été un peu majeur dans ce parti Equinox ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce parti-là, pour ce parti-là ? Moi, je suis allé à une première réunion d'information pour un petit peu découvrir le parti. Avant ça, j'étais en fait alpagué par nos algorithmes des réseaux sociaux qui m'ont fait apparaître une vidéo qui m'a donné envie de me rendre à une première réunion d'accueil. Et tout de suite, à cette première réunion d'accueil, en fait, j'ai senti de la proximité avec les gens qui dirigeaient un petit peu ce jeune parti. Et ça m'a donné envie de m'engager, d'en apprendre plus, de voir comment je pouvais aider pour faire avancer justement cette démocratie en France. Et donc vous avez parlé du fond du programme. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à refuser le clivage gauche-droite ? Parce que vous avez forcément une vision située sur tous les enjeux ? On pense qu'aujourd'hui, le clivage gauche-droite est dépassé et est un mal à notre société. Ce n'est pas parce que des bonnes idées sont de droite ou sont de gauche qu'il ne faut pas les reprendre, les étudier, les approfondir si elles peuvent faire avancer. Et rester dans ce clivage gauche-droite un petit peu traditionnel, c'est rester dans un carcan politique qui aujourd'hui nous a amené un petit peu dans une impasse politique. On le voit avec l'édito de notre camarade qui montre que aujourd'hui les gels de position avec des guerres idéologiques ne fonctionnent plus. Donc on veut essayer de sortir de ces clivages-là. Et vous, de là où vous êtes, est-ce que vous avez l'impression que c'est une rhétorique qui marche encore ou est-ce que ça rend pas votre programme un peu flou ? Je trouve pas du tout. Je trouve que notre programme est très clair et très radical. J'invite les auditeurs et les auditrices à se renseigner par eux-mêmes. On a des positions très claires sur plein de sujets qui peuvent marquer un petit peu notre positionnement dans notre façon de faire et vers où on veut amener la société française. J'ai une question par rapport à, si j'ai bien compris, vous avez vocation aussi à aller chercher les déçus de la politique, ceux qui ont été refusés. Est-ce que le risque avec votre parti, c'est pas plutôt d'attirer ceux qui sont donc déçus et de pas attirer ceux qui sont désintéressés ? Alors, on attire les deux finalement. On attire des déçus, donc des anciennes personnes qui étaient encartées dans d'autres partis traditionnels. Petite chose à ce sujet, notre manifeste, il a été co-rédigé avec des gens qui étaient encartés chez LFI et à l'UMP. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui les Français et les Françaises peuvent tomber d'accord sur une vision commune. Et ensuite les désintéressés, c'est des personnes qu'il faut réussir à rattraper avant justement qu'elles sombrent dans la défiance politique dans laquelle de nombreux Français et Françaises sont aujourd'hui. Et par rapport au fait de choisir de faire un parti politique et par un mouvement ou une autre forme, qu'est-ce qui vous a motivé là-dessus ? En fait, les membres fondateurs, initialement, Equinox a été un think tank autour des questions d'agriculture durable. Mais très vite, les membres fondateurs se sont dit que pour avoir le plus d'impact, il fallait pouvoir créer un parti pour faire changer les choses de l'intérieur. Par rapport à la loi, il y a une loi qui a changé, la loi PLM, là, qui s'est mise en place. Vous, du point de vue Equinox, vous en pensez quoi de cette loi-là ? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose ? Alors nous la loi PLM, alors je rappelle peut-être aux auditeurs et auditrices la loi PLM, mais du coup ça va changer le mode de scrutin dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, et ces habitants et habitantes vont aller voter 2 fois, vont aller voter pour le conseil de la ville, le conseil suprême, la mairie centrale, et vont aller voter pour leur conseil d'arrondissement. Donc ce qui fait que en fait, lorsque vous allez mettre un bulletin, vous allez élire directement le ou la maire de votre commune, plus votre conseil d'arrondissement.
Cette loi PLM a été fortement décriée, notamment de par l'agenda politique qui a été celui de cette loi. Concrètement, cette loi a été promulguée en août, donc 9 mois avant les élections municipales. Clairement, le timing n'est pas le bon, je pense, si proche des élections. Par contre, dans le fond, de pouvoir voter directement pour le ou la maire et la personne qui représente les habitants et l'habitante d'une ville, c'est une bonne chose. Et pour un parti d'une envergure comme Equinox, est-ce que c'est plutôt favorable électoralement ? Aujourd'hui, ça favorise plutôt les petits partis, oui, parce que en fait, il y aura plusieurs élections en parallèle. Il y aura la grosse élection du Conseil de la ville. Donc, par exemple, à Paris, le Conseil de Paris, on parle de Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. Mais ça ouvre notamment les scrutins d'arrondissement, qui sont des scrutins plus petits, ou avec des enjeux moindres, mais où les habitants et les gens qui veulent faire changer la politique par le bas peuvent s'investir et prendre part de ce champ démocratique. Donc vous visez vraiment un ancrage local pour ce qui est de votre cas dans le 5e arrondissement ? Exactement. Moi, je suis tête de liste dans le 5e arrondissement. Et aujourd'hui, Equinox veut commencer la politique par le bas. On veut avoir un ancrage territorial fort. Et pour avoir une démocratie saine, il faut que des citoyens soient pleinement acteurs de leur vie démocratique. Et c'est pour ça qu'à Paris, on va commencer par les scrutins d'arrondissement pour se montrer qu'un habitant, encarté ou non chez Equinox, puisse reprendre du pouvoir de décision et puisse se réengager dans la vie politique locale. Et les citoyens, notamment donc ceux du 5e, parce que c'est ceux, j'imagine, Oui. dans lesquels vous êtes le plus proche, est-ce qu'ils comprennent cette distinction liée à la loi PLM maintenant qu'il y a 2 scrutins ? Est-ce que c'est quelque chose où ils sont un peu encore dans cette logique de se dire on va encore voter pour le gros parti parce qu'on veut qu'il finisse à la mairie ? Voilà, c'est très intéressant, parce que ça fait plusieurs semaines, on arpente un petit peu les rues du 5e arrondissement avec l'équipe de campagne pour aller discuter, échanger. Et quand on leur pose la question, vous avez entendu parler du nouveau mode de scrutin ? Beaucoup nous disent oui, mais en fait, ils ont un peu reçu la notif sur leur téléphone, ils n'ont pas cliqué sur l'article pour comprendre un petit peu le fond de ce changement-là. Donc il faut faire preuve de pas mal de pédagogie pour réexpliquer ce nouveau mode de scrutin. Donc ce n'est pas encore totalement ancré dans les esprits des gens, notamment de se dire qu'on va aller voter 2 fois le même jour. C'est aujourd'hui jamais encore arrivé. Donc ça va changer, et peut-être quelquefois même dans 2 bureaux de vote différents. Bon, l'administration française est en train de régler ces petits détails. Oui, et donc vous êtes candidat dans le 5e arrondissement, on l'a dit. Pourquoi dans le 5e ? Et qu'est-ce qui ne va pas dans le 5e aujourd'hui, globalement ? Alors pourquoi dans le 5e ? Tout d'abord, dans le 5e, c'est un arrondissement historique, c'est le symbole de Paris, c'est le cœur de Paris. C'est un arrondissement où Equinox a un ancrage territorial assez fort. On a été présent aux législatives, notamment en 2024. Et c'est un arrondissement qui est à la croisée des mondes. Aujourd'hui, il y a une forte population étudiante. Il y a aussi des retraités qui passent paisiblement leur retraite, et il y a aussi des familles. Donc vraiment, il y a tout un écosystème extrêmement divers dans lequel moi je me sens extrêmement bien. Cet arrondissement un petit peu à la croisée des mondes, c'est un arrondissement que j'ai appris à connaître, dans lequel j'ai envie de faire avancer les choses. Et la plupart quand on va discuter un peu avec les gens dans la rue, la plupart des gens nous disent que l'arrondissement du 5e devient de plus en plus, devient un musée, devient figé. Il y a énormément de touristes, le coût de la vie est de plus en plus cher. C'est un petit peu le cliché de la série Netflix Emily in Paris, où voilà, c'est un arrondissement vitrine. Et nous, ce qu'on veut, c'est fabriquer du lien dans cet arrondissement-là et pouvoir reconnecter les citoyens avec la vie démocratique de leur arrondissement. Vous auriez une mesure phare, par exemple, contre le surtourisme ? Alors, contre le surtourisme, ça va dépendre du périmètre de responsabilité du Conseil de Paris. Donc ça va être en dehors du périmètre du conseil d'arrondissement dans lequel nous on se présente. Mais en tout cas dans le 5e on souhaite créer une assemblée citoyenne, un petit peu comme sur la base de l'Assemblée citoyenne pour le climat, où en fait on va former un panel de citoyens, on va leur donner un périmètre de responsabilité, et le conseil d'arrondissement s'engagera à respecter les décisions et les choix pris par cette assemblée citoyenne là. Et ensuite on a envie de créer des maisons du lien, c'est-à-dire à l'échelle de quartier, mettre à disposition des espaces aux habitants et aux habitantes pour que ces derniers puissent se réapproprier l'espace et pouvoir avoir des lieux communs où on va pouvoir se partager des objets, prendre des cafés sans payer 5 € son café dans le 5e. Voilà, des choses un petit peu faire vivre la démocratie du quotidien. Mais est-ce que ça va parler à l'électorat du 5e, ça, parce que vous parlez des étudiants,
Et vous savez que souvent, ils ne sont pas inscrits là où ils étudient. Le 5e, c'est plutôt un électorat âgé, plutôt aisé. Comment est-ce que vous comptez le conquérir ? Alors, nous, justement, on a des étudiants qui sont colistiers et colistières sur notre liste pour aller justement parler à cette frange de la population qui est extrêmement importante dans le 5e. Il y a 70 000 étudiants pour 50 000 habitants, donc c'est assez fou cette masse d'étudiants qui étudient dans le 5e et qui subissent clairement la vie aujourd'hui à Paris, qui vivent sous les toits, qui ont du mal à se loger et à payer leur repas. Donc nous, aujourd'hui, on a envie de les amener avec nous pour leur montrer un petit peu le chemin de l'engagement politique dans le conseil d'arrondissement du 5e. Et vous avez justement parlé de remettre la démocratie au sein de la citoyenneté, de concerner les citoyens. Ça, c'est quelque chose qui est aussi reçu justement, Camille en parlait, par les populations plus âgées, ou c'est quelque chose qui est rejeté ? Ça dépend. Moi, j'ai du mal à vouloir confronter les jeunes, les moins jeunes, etc. Nous, on a envie de faire ensemble. Alors, il y a des personnes plus âgées qui nous félicitent de cet engagement et qui nous soutiennent, et d'autres qui comprennent pas vraiment, qui nous prennent pour des idéalistes. Nous, on écoute uniquement les gens qui nous félicitent et pour continuer d'avancer. Et on a des personnes plus âgées, parce qu'il faut réussir aussi à leur parler. Ils ont des problématiques bien spécifiques dans l'arrondissement, qui composent aussi notre liste pour pouvoir avoir une représentation la plus diverse possible et représentative de l'arrondissement. Et vous mettez en place des choses, notamment, j'en ai entendu parler de l'Académie Equinox, des guides historiens. Ça, vous arrivez à vous saisir de ça pour faire votre programme pour les différents arrondissements dans lesquels vous êtes présenté ? Oui, alors ça, ce sont des outils que la Commission municipale nationale d'Equinox a mis à disposition à l'ensemble des candidatures Equinox partout en France, donc que ce soit en Ile-de-France, mais aussi au-delà, pour redonner un petit peu les clés de l'engagement. Parce que quand en fait vous avez des personnes qui veulent s'engager, mais la première chose en fait c'est de les former. Donc on a créé une académie chez Equinox où on se partage un petit peu des idées programmatiques, de comment fonctionnent les institutions, etc. pour bien comprendre dans le périmètre dans lequel on veut évoluer pour ces élections municipales-là. Et ensuite aussi, en juillet dernier, on a organisé 4 jours de formation en présentiel avec l'ensemble des candidatures Equinox. On appelait ça le Séminox. Vous noterez le petit jeu de mots. En fait, c'est ces personnes-là qui ont envie, ce que les personnes ont envie, mais ne savent pas vraiment par où commencer. Et à la sortie de ce week-end, l'ensemble des personnes présentes à ce week-end-là sont maintenant engagées sur des listes dans des villes partout en France et en Ile-de-France. Vous vous présentez, alors il y a 2 têtes de liste, vous avez 2 listes avec des têtes de liste, c'est dans le 5e et dans le 11e. J'ai une question peut-être un peu provocatrice. C'est des populations, c'est sûrement des arrondissements qui sont marqués pour être un certain type de population. Camille l'a décrit, qui vu, on est appelé parfois, c'est peut-être un peu rapide, mais bobo. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on vous accuse d'être un parti qui va être, trop pour ce genre de population et en fait pas concerner tout le monde et pas notamment concerner d'autres personnalités, d'autres personnes de la population ? Ça, c'est un constat c'est une problématique qui est partagée par l'ensemble des partis. Aujourd'hui, malheureusement, les partis parlent uniquement à une frange de la population. Donc on a ce petit écueil aussi chez Equinox qu'on essaye de travailler pour s'ouvrir et discuter avec un maximum, aujourd'hui, un panel de la population le plus large. À notre dernière université qu'on organise biannuellement, on a eu justement un atelier à ce propos-là sur comment parler des questions de transition écologique, etc. à d'autres panels de la population. Je pense notamment aux personnes des quartiers prioritaires ou des personnes aussi plus âgées. Mais il faut, on est conscient de cet écueil-là que l'ensemble des partis aujourd'hui en France ont, et on y travaille pour justement ne pas faire les mêmes erreurs que les partis traditionnels. Et justement, ces académies Equinox, ça ressemble un peu à de la formation militante, comme ça peut se faire dans beaucoup de partis, y compris des grands partis historiques. Est-ce que, en faisant ça, vous n'avez pas vocation à reproduire de la verticalité, comme c'est le cas dans des partis classiques ? Et vous, est-ce que personnellement, vous avez vocation à faire de la politique votre métier ? Alors pour la première question, la différence entre ce que nous on fait et ce que les partis traditionnels font, c'est que nous, on n'a aucune contrepartie
sur l'étiquette Equinox sur la liste ou non. C'est-à-dire qu'on forme des gens, des citoyens qui soient encartés ou non chez Equinox pour qu'ils puissent s'engager dans la vie démocratique. Donc nous, c'est la première différence. Et moi, je n'ai aucune vocation à être un professionnel de la politique, justement. Je veux pouvoir avoir cette double compétence en tant qu'actif et personne engagée en politique pour toujours avoir un pied dans le monde réel. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est problématique, la déconnexion de nos politiques avec la réalité des Français et Françaises, et d'avoir toujours un pied dans ce monde actif-là. J'espère que ça m'évitera de faire des erreurs qu'on a vues à la télé, dont on entend parler dans les médias et qui moi, m'ont dégoûté de la politique. Ouais. C'est possible ça de faire de la politique et de travailler à côté ? Ouais, c'est tout à fait possible. Bon, aujourd'hui, les conseillers municipaux dans la majorité des villes ont un emploi à côté. C'est juste un engagement, style un engagement associatif, comme vous avez dans une association, qui permet de faire coïncider les deux. Dans la politique un peu plus politique politicienne, politique professionnelle, notamment au Conseil de Paris, etc., vous avez des indemnités qui permettent de vivre aisément de votre vie politique. D'accord, mais on peut peut-être entrer un peu dans le fond du programme. Vous donc, en tant qu'écologiste, parce que vous êtes écologiste, même si vous définissez comme plutôt moins situé que certains, qu'est-ce que vous retenez de positif et de plus négatif dans les mandats de l'équipe municipale sortante d'Anne Hidalgo ? Je pense que à Paris, on a quand même la chance de vivre dans une petite bulle un petit peu. Je pense qu'on est quand même une exception aujourd'hui dans les grandes villes. Il y a pas mal de choses qui ont été faites par l'équipe municipale sortante de très bien. Je pense à la végétalisation, à la piétonisation de certaines rues. Il y a eu aussi des cours oasis qui ont été développés dans les écoles. Ça va sur le bon chemin de façon générale. Ça demande à être approfondi, à être accéléré par la suite, et peut-être avoir plus de concertation pour éviter des oppositions piétons, cyclistes, des choses comme ça, des grands clivages qu'aujourd'hui on retrouve, et de faire un petit peu plus, essayer de creuser un peu plus cette politique un peu du faire ensemble, quoi. Ouais. Et donc, je reviens à ma première question. Quand je vous entends un peu prôner ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, est-ce que c'est pas des positions situées politiquement ? Est-ce que tout ce que vous venez de me dire, vous considérez que c'est ni de droite ni de gauche ? Aujourd'hui, nous, on pense que ce sont des idées à reprendre. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, là, c'est les municipales. Donc, il y a un périmètre de responsabilité de la commune qui est différent de grandes politiques et grands clivages politiques nationaux. Par exemple, nous, on est au colo, mais on est pour le nucléaire. Aujourd'hui, on ne va pas construire centrale nucléaire à Paris. Il y a pas de place. donc en fait, on va pas se prendre le chou sur ce sujet-là, alors qu'à Paris, c'est pas possible. Avançons dans le concret. Et nous, on pense que les pistes cyclables, c'est une bonne idée, que la végétalisation, c'est une bonne idée. Donc, on veut avancer, faire avancer ces idées-là. Ouais. Donc, vous vous sentez quand même plus proche par exemple, de l'équipe sortante d'Emmanuel Grégoire que de la droite, parce que l'écologie, c'est assez... Sur un périmètre de responsabilité d'une commune, et sur la commune de Paris, c'est plutôt des aspirations. Avec Equinox, on essaye de parler avec méthode, donc on a une méthode pour élaborer notre programme, qui est constat, aspiration, proposition. Donc on se met d'accord sur le problème via des constats, le plus souvent sourcés scientifiquement, et ensuite on se met d'accord sur des aspirations, c'est vers là où on veut aller. Et pour terminer, on crée une proposition qui va nous emmener vers cet objectif-là. Et sur la plupart des aspirations que la mandature sortante a pris, on est en phase. Ok. Et pour autant, vous n'avez pas de consigne de vote au niveau de Paris, parce que vous n'avez pas de liste chez Equinox. Est-ce que vous mettez complètement de côté les enjeux du Conseil central ? On ne met pas complètement de côté ces enjeux-là. C'est quelque chose qu'on suit. Aujourd'hui, c'est compliqué de déjà donner des consignes de vote, notamment avec des alliances qui ne sont pas forcément terminées, etc. Donc on attend de voir comment les partis vont se dépatouiller un petit peu de tout ça pour ensuite prendre position. D'accord. Vous avez été approché par d'autres partis pour justement pas fusionner mais être intégrés et faire des alliances, ou pas encore ? Pas encore dans les arrondissements.
on s'est fait connaître, voilà, on a envoyé nos notes d'intention, les autres partis savent qu'on est présent dans l'arrondissement. Bon, pour l'instant, je pense qu'ils sont encore très concentrés sur leur Graal, qui est leur place au Conseil de Paris, etc., pour avoir leur cheval élu maire de Paris. Donc pour l'instant, je pense que c'est des problématiques un petit peu secondaires pour eux. Et c'est pour ça que nous, on avait envie aussi de prendre ce chemin-là pour reprioriser un petit peu cette démocratie du quotidien et combler le dernier kilomètre de l'action publique. C'est peut-être un peu tôt, mais pour un micro-parti, j'imagine qu'on se pose toujours la question, on vous pose toujours la question, est-ce que vous avez vraiment l'intention de gagner ou l'idée c'est de s'intégrer dans l'opposition pour faire porter sa voix et utiliser la campagne comme un porte-voix ? On a vraiment l'intention de gagner. Ensuite, on est aussi réaliste sur aujourd'hui la place d'Equinox, le poids d'Equinox dans le paysage politique. C'est un scrutin à 2 tours. Et si Equinox fait plus de 5% soir du premier tour, Equinox conserve la possibilité de fusionner avec une liste qualifiée au second tour. Une liste qualifiée au second tour, c'est une liste qui a fait plus de 10%. Par exemple, dans le 5e arrondissement, si on reprend à peu près les taux d'abstention, de participation-abstention en 2020, pour faire 5%, c'est environ 1200 voix. 1200 voix, depuis je sais pas, en une semaine, on parle environ à une petite centaine de personnes dans la rue avec nos actions terrain, où on récupère des coordonnées pour ensuite les inviter à nos cafés d'accueil, etc. Donc avec de la mobilisation, de la présence terrain et de l'écoute, c'est quelque chose qui nous semble largement atteignable. Vous êtes une équipe de combien sur le 5e par exemple pour faire ça ? Alors du coup, pour la liste du 5e, c'est 13 personnes. 13 personnes paritaires pour former la liste. Et ensuite, on est une équipe de 5 à 10 bénévoles en plus. Donc, ça doit faire une vingtaine de personnes qui s'investissent quasi quotidiennement à côté de leur boulot pour aider à faire avancer nos idées. Et vous restez un parti de 2 jeunes dans le sens de composer que de jeunes, parce qu'à votre création, en fait, il y avait presque que des jeunes, c'est des étudiants, c'est des jeunes cadres. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas et est-ce que vous avez vocation à rester un parti de jeunes ou en fait à vous ouvrir aussi en votre sein ? Historiquement, c'est vrai qu'on a été créé sur le plateau de Saclay par des étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, ça a pas mal changé. La moyenne du parti reste jeune. C'est 33 ans, aux alentours de 33 ans, la moyenne d'âge du parti. Mais moi, ce qui fait continuer d'avancer, c'est qu'on arrive à ouvrir de plus en plus, à s'ouvrir à plus en plus de personnes. Aujourd'hui, je vais parler du 11e arrondissement où Sarah Hamza-Reguig est candidate pour Equinox. Et il y a une personne de 75 ans, 75-80 ans, ça fait 50 ans qu'elle habite le 11e. Et en fait, elle va se dire, c'est à ce moment-là où elle va se dire, mais en fait, je vais m'engager, ça fait 50 ans que j'habite le 11e, mais c'est maintenant que je vais m'engager pour la vie démocratique de mon arrondissement que je connais si bien. Donc c'est des choses qui me font plaisir à voir, et c'est pour ça que je continue de m'engager. Donc aujourd'hui, les personnes un peu plus âgées, qui ont plus d'expérience, etc., on les accueille grand volontiers chez Equinox, et c'est pas un parti réservé qu'aux jeunes. Oh, désolé, on va vous embêter encore avec le clivage gauche-droite parce que c'est vrai que c'est nouveau et on l'associe beaucoup à Emmanuel Macron, mais il y a aussi d'autres façons de le faire et vous essayez de le montrer. Est-ce que par exemple, il y a par rapport aux extrêmes, alors par rapport notamment à l'extrême droite, il y a souvent cette notion de ni gauche ni droite, mais on va faire barrage. Est-ce que vous êtes dans cette politique-là ou vous vous prononcez pas sur ce genre de questions ? Nous, Equinox, on est extrêmement sensible au fond et aux idées. Plutôt qu'aux étiquettes. Donc en fait, ce qu'on dit, ce qu'on demande de suivre, c'est de regarder un petit peu le programme des partis, de voir si c'est en accord avec l'idéologie et les postures d'Equinox. Et aujourd'hui, on veut aussi responsabiliser les électeurs et les électrices, parce que de ne pas se faire alpaguer un petit peu par l'ultra-médiatisation de la politique, sans vraiment réfléchir à ce que les programmes proposent. Donc on veut vraiment se baser sur la responsabilité de chacun et chacune pour regarder si le programme des autres partis est en accord avec ce que défend Equinox. Par rapport à ça, est-ce que peut-être avec du recul, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes engagé chez Equinox, mais est-ce que vous avez l'impression que tout ce que vous mettez en avant, ce que vous mettez en termes de démocratie locale, de participation citoyenne, est-ce que c'est quelque chose que les grands partis se saisissent de plus en plus ou en fait pas tant que ça ? Alors par rapport à tout ce qui est démocratie participative, etc., aujourd'hui les partis essayent
je dis bien essaye de le faire. Par exemple, à Paris, il y a eu des consultations sur les SUV, la végétalisation, les trottinettes, il y a le budget participatif. Mais si vous regardez le taux de participation à ces outils démocratiques-là, il est extrêmement faible. Il est aux alentours de quelques pourcents. Souvent, notamment pour les consultations, c'est parce que les questions sont mal posées. Si aujourd'hui vous posez une question de pour ou contre de mettre des armes dans la rue, les gens en fait vont pas se mobiliser. Il y a pas d'enjeu sur cette question-là. Donc je pense que ça mérite d'être. L'aspiration est bonne. Vous voyez, l'aspiration est bonne si je reprends la méthode d'Equinox, mais aujourd'hui la proposition mérite d'être retravaillée. Et on a parlé de la loi PLM, mais plus globalement, j'ai vu que dans votre programme, enfin plutôt dans votre fonctionnement, vous mettez par exemple en place le tirage au sort, enfin des méthodes démocratiques aussi qui sont intéressantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous poussez et vous considérez qu'aujourd'hui le modèle d'élection en France, il est caduque, en tout cas il est dépassé, et qu'il faut le changer et qu'il faut mettre plus de démocratie comme ça, de ce style-là que vous essayez de faire vivre chez Equinox? Aujourd'hui, nos institutions démocratiques vont très mal. Et chez Equinox, on est extrêmement pour une refonte de nos institutions. Aujourd'hui, vous regardez l'Assemblée nationale. En fait, on est représenté par une sociologie extrêmement forte de personnes plutôt diplômées, plutôt âgées, plutôt surtout des hommes. J'aurais dû commencer par là. Blancs, diplômés, etc. Et si on veut aujourd'hui reconnecter la politique avec les citoyens et les citoyennes, il faut parler à tout le monde. Et il faut réussir à ouvrir son spectre et que des populations pas forcément historiquement représentées dans les pouvoirs, enfin dans les instances de décision puissent intégrer ça, puissent intégrer ces instances-là. Et ça, c'est au parti de former et de former ces populations-là qui sont un petit peu plus éloignées au départ, mais qui peuvent petit à petit intégrer le champ démocratique français. Mais est-ce que chez Equinox, vous avez un modèle d'élection et de mise en place du système qui est différent et que vous militez pour ou pas forcément ? Aujourd'hui, pas forcément. Ça, c'est des questions un petit peu nationales que l'équipe programmatique est en train de travailler, notamment pour les présidentielles 2027 où on compte avoir un programme et une candidature. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles le pôle programme est en train de trancher. Peut-être une dernière question, et après je laisserai la parole si Camille en a une aussi. Est-ce que vous êtes présenté que dans le 5e et le 11e ? Parce que vous vous êtes dit on va se concentrer sur ces deux arrondissements. Est-ce que c'est parce que dans les autres arrondissements il y a une liste qui vous correspond et du coup vous êtes lié à ça ? Comment s'est passé ce choix-là ? Alors ce choix-là, en fait, il y a plusieurs critères, plusieurs éléments qui ont déterminé ce choix. Le premier choix, ça a été notre ancrage territorial. C'est-à-dire en fait des habitants et habitantes motivés du 5e qui voulaient un petit peu reprendre du pouvoir d'agir dans la vie démocratique. Donc ça a été le choix numéro 1. Ensuite, ça a été le choix numéro 2, c'était d'avoir des personnes qui ont du temps, parce que là, cette campagne municipale prend quand même du temps. Donc c'est des personnes, ça vraiment, on a du temps en journée pour pouvoir aller faire des actions, rencontrer des acteurs locaux, etc. Et ensuite, c'est ces deux arrondissements dans lesquels, en fait, on sent extrêmement bien et qu'on a envie de faire avancer. Et on était aussi présent dans ces deux arrondissements aux législatives en 2024, donc Equinox est déjà connu, donc on essaye de continuer l'histoire d'Equinox dans l'arrondissement. Et je voulais aussi rajouter une dernière chose par rapport à ça, mais j'ai oublié, alors je laisse la parole. J'ai peut-être une dernière question. C'est toujours, on en revient souvent à ça, mais d'un point de vue financier, comment vous arrivez justement à gérer ce genre de petits partis ? Comment vous arrivez à survivre ? Parce que j'imagine que la campagne, ça fait aussi beaucoup des fonds. Ça demande de l'argent, une campagne. Ça demande de l'argent. Par exemple, pour le Conseil de Paris, c'est une liste de 163 personnes. Pour le Conseil de Paris, pour juste imprimer ces bulletins et les circulaires, c'est des petits tracts que les personnes reçoivent dans les boîtes aux lettres juste avant l'élection. Et pour imprimer cette propagande électorale-là, ça demande environ 50 000 €. Donc c'est un budget qui est non négligeable. Aujourd'hui, Equinox vit principalement de dons. On vient de clôturer une levée de fonds à plus de 60 000 € là en fin 2025 qui vont permettre de financer les prochaines échéances. Et aujourd'hui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des partis sont financés par des subventions publiques. Typiquement, pour les élections législatives, peu importe que vous ayez des élus ou non, mais lorsque vous présentez une candidature et que cette candidature obtient des voix, ça fait des subventions de l'ordre de 1,50 € par voix et par an
pour le parti. Pour rembourser les frais avancés. C'est même pas pour rembourser. Le remboursement des frais de campagne, c'est quelque chose d'à part. Si vos comptes sont éligibles, vous vous faites rembourser de vos frais de campagne. En plus de ça, vous avez des subventions annuelles parce qu'aux élections législatives, vous avez eu des votes pour votre candidat ou candidate. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un petit peu faire connaître nos idées pour aussi pouvoir jouer à jeu égal avec les autres partis, aussi avoir un petit peu plus augmenter cette part de subvention un petit peu publique. Et juste comme vous revenez sur le national, je reviens sur ce que vous avez dit sur l'Assemblée tout à l'heure. Vous vous sentez représenté par personne par aucun groupe plus que par un autre à l'Assemblée aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça dépend aussi des sujets, parce qu'aujourd'hui on demande aux députés d'être experts de tout en fait, de couvrir un panel de sujets tellement large que on pense déjà chez Equinox ce serait peut-être quelque chose aussi à changer, peut-être avoir des secteurs, des députés par secteur, par thème. Il y a des commissions thématiques déjà. Il y a des commissions, mais on doit siéger dans plusieurs commissions, etc. Puis à la fin, finalement, on vote quand même sur tout. Les députés votent sur tous les sujets. Est-ce que ça, c'est extrêmement logique ? Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas sûr. On peut pas se prétendre être expert de tout. Et si on veut vraiment travailler des sujets de fond, ça mérite de se réserver quelques sujets, quelques thématiques aujourd'hui du débat public. D'accord. Bien, merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Merci de nous avoir expliqué un peu ce que c'était Equinox. Bon courage aussi pour cette campagne. Merci. Juste avant que vous nous quittiez, il y a Camille Rhin qui a passé l'interview avec nous, qui souhaitait aujourd'hui nous parler de l'environnement. Donc c'est l'heure de la chronique environnement de Camille Rhin. La Grâce matinale, spéciale élection municipale. La chronique environnement. Et oui, on a beaucoup parlé d'écologie pendant cette interview, et on le sait depuis mercredi, 2025 est la 3e année la plus chaude jamais enregistrée. On se souvient notamment de la canicule de l'été dernier, pendant laquelle a été rappelé le funeste record de Paris. Selon la revue médicale The Lancet, Paris est la capitale européenne la plus vulnérable aux vagues de chaleur, avec une moyenne d'environ 400 décès par an. L'écologie, donc, c'est l'un des sujets centraux, mis en avant notamment par la gauche et les écologistes, et l'équipe municipale sortante ne fait pas exception. Mercredi soir, Emmanuel Grégoire tenait son premier grand meeting dans le 20e arrondissement, on en reparlera. L'écologie a évidemment été l'un des sujets centraux abordés pendant cette réunion. Vous avez peut-être aussi vu passer cette campagne de communication de la mairie qui montre 2 cartes de Paris colorées du vert au rouge selon la qualité de l'air pour mettre en avant l'amélioration de la qualité de l'air pendant le 2e mandat Hidalgo. L'ère Hidalgo donc qui s'achève dans 2 mois, 14 ans qui resteront comme celle de la chasse aux voitures et de la végétalisation pour ses soutiens comme pour ses opposants les plus zélés. Certains y voient un progrès inéluctable dans le sens de l'histoire, d'autres une lubie pour bobo des centres-villes, d'autres encore le cheval de Troie de la gentrification. Pour Equinox donc, l'écologie c'est une affaire d'ingénieurs à traiter de manière dépassionnée. Mais les automobilistes, taxis, livreurs, commerçants qui n'arrêtent pas de protester contre le tout-vélo, les écoles situées à proximité d'axes routiers massifs dont les enfants respirent des particules fines pendant la récréation, ou encore les associations de cyclistes qui demandent à pouvoir circuler sur les routes de la capitale sans risquer leur vie, tous ces gens ont-ils été mis au courant que l'écologie était apolitique ? S'ils écoutent Fréquence Protestante, peut-être qu'ils se sont fait une petite idée ce matin en écoutant notre invité. Alors Antoine Milo-Jacques, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que pour vous c'est aussi peut-être pour vous les personnes qui votent que vous rencontrez, est-ce que c'est une priorité ces questions d'environnement et notamment de pollution de l'air ? Alors il y a pas mal d'études aussi, d'enquêtes d'opinion qui sont sorties il y a les mois précédents, qui montrent que l'écologie reste quand même une priorité des Français et Françaises, notamment dans les élections municipales où quand même la commune a un petit périmètre de responsabilité où on peut faire des choses. Vous l'avez dit, les vagues de chaleur, Paris c'est une ville extrêmement mortelle durant les vagues de chaleur. On l'a vu là cet été, c'était en juin je crois, où en fait le bâtiment est tellement dense que ça crée des îlots de chaleur et en fait pendant la nuit la chaleur reste et ne s'enfuit pas en dehors de Paris. En fait, c'est des questions de sécurité sanitaire parce que voilà, si on veut, je pense que personne aujourd'hui a envie qu'il y ait des malheurs qui se passent avec des gens qui cuisent littéralement sous les toits en zinc. Donc c'est des questions qui sont primordiales quand même dans le débat public et notamment là pour les élections municipales où ça doit être traité avec un professionnalisme extrême. La Grâce matinale, spéciale élection municipale.